沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format actualité, émission dans laquelle on vous sélectionne et on vous résume des news du mois passé et quelques anecdotes également sur le Japon. Et j'ai le plaisir de partager cette émission, ce podcast avec toi Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. On va rester sur nos thématiques classiques, le tourisme, la société japonaise, l'économie et la pop culture par exemple, ou encore la politique. Donc là, on enregistre au mois de juin, on a une vingtaine de news à vous proposer. Et donc je te propose Gaël de commencer, on ne va pas faire tarder l'introduction, par la première news de ce podcast sur le sujet du tourisme. Oui, on va parler de la concentration touristique. Alors c'est pas forcément une grande surprise, mais le journal Yomiuri nous apprend que Tokyo et Osaka représentent 60% des dépenses de voyage des touristes étrangers sur l'archipel. Donc en termes de nuitées, on apprend que les zones métropolitaines, dont Osaka et Tokyo bien sûr, ont connu plus 14% de nuits passées dans ces zones, et pour les zones rurales, du coup en campagne, il y a eu moins 26% de nuitées passées. Donc c'est quelque chose qui s'est accentué depuis le Covid, peut-être également à cause des réseaux sociaux, si je peux dire, parce qu'on a toujours envie d'avoir son image d'épinal du Japon quand on y va. Mais je pense que c'est aussi lié au Japan Rail Pass, comme tu l'as noté en préparation de ce podcast, parce que comme vous le savez, le Japan Rail Pass a augmenté son prix de 10% à peu près sur un choix de Japan Railways en octobre 2023, donc ça va faire bientôt un an. Et du coup, ça concentre les voyageurs au même endroit, parce qu'il y a moins de voyageurs qui peuvent se permettre d'acheter le JR Pass. Et du coup, on reste plus autour de Tokyo, voire de Kyoto et Osaka. C'est sans doute aussi ce qui fait l'impression de surtourisme qu'on a depuis quelques temps, cette concentration justement des voyageurs dans les villes principales. C'est quelque chose que l'on regrette, parce que nous à Kanpai on essaie de vous proposer des choses qui sortent un petit peu des zones les plus connues, qui sont malgré tout très intéressantes. Oui, puis dans les podcasts ou dans les articles de Kanpai, vous verrez vite justement, comme tu le dis, que le tourisme il se concentre à certains endroits. Mais au final, le surtourisme, par exemple, de Kyoto, il ne concerne pas l'intégralité de Kyoto. Peut-être un peu, par contre, pour le transport urbain. Mais sinon, voilà, il y a forcément d'autres choses à voir et à faire. Donc, ça peut être une bonne solution, justement, de s'intéresser à ces articles-là pour préparer votre voyage autrement. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité de voyager en train, mais au détail. C'est-à-dire que vous allez acheter directement vos billets de train à la gare. Et en fait, c'est assez facile, ils sont habitués dans les hubs principaux, comme Tokyo, Kyoto, Osaka, etc. Vous arrivez, et si vous ne parlez ni anglais ni japonais, vous pouvez arriver avec une traduction sur Google Trad, ça se fait quand même très bien, soit en borne, soit au guichet, avec les agents sur place. Ouais, très bonne idée, parce que c'est vrai qu'on nous demande régulièrement si le JR Pass va rebaisser son prix. Je pense pas que ce soit prévu, mais on peut, comme tu l'as dit, acheter des billets de train à l'unité pour malgré tout sortir un petit peu des grands hubs, et vous pouvez également les commander à l'avance sur des sites d'agences de voyage comme Keikaku par exemple. En tout cas, les touristes étrangers ont beaucoup dépensé ces dernières années. Depuis 10 ans, la somme qu'ils ont dépensée au total a été multipliée par 5, ce qui fait que c'est maintenant devenu le deuxième poste de recettes du Japon au niveau de l'export. Et je vais prendre la suite, Gaël, mais là ce sera plus une anecdote qu'une info très utile pour nous. On va vous parler d'une étudiante chinoise qui a été déférée courant juin pour avoir roulé sur un trottoir à Osaka le 31 mars. Donc on peut dire que comme ça paraît assez logique. Et en fait, c'est qu'elle roulait assise sur sa valise. Elle avait effectivement acheté, avant de venir au Japon, une valise sur un site chinois, donc une valise, une sorte de mobilette de la valise, une valise électrique sur laquelle on peut s'asseoir. Vous avez déjà peut-être vu des vidéos ou des photos de ce type de produit. Et donc la police japonaise l'a arrêtée et lui a indiqué qu'il fallait un permis de conduire. Donc là, elle roulait à peu près à 13 km/h. Donc au Japon, c'est considéré comme un véhicule de 50 cm3 ou moins. Et donc sur l'archipel nippon, la règle générale, c'est que en dessous de 6 km/h, on est considéré comme piéton, et au-delà, plutôt comme un véhicule. Donc c'est pourquoi, par exemple, les personnes âgées, elles peuvent avoir les scooters d'aide à la mobilité pour se déplacer et qu'elles ne sont pas arrêtées, puisqu'elles respectent cette limitation de vitesse-là. Ouais, c'est un peu Wall-E là. Mais ça me fait penser, alors c'est plutôt pour nos amis expatriés, mais ça me rappelle cette anecdote de notre ami le youtubeur Tev, qui galérait lui à faire installer des trottinettes dans sa société ici Japon. Il lui fallait une plaque, il lui fallait une assurance, etc. C'était assez complexe. Le Japon n'est pas très encore au fait de ces nouvelles mobilités, on va dire, électriques. Mais là, c'est vrai que l'anecdote elle est assez amusante avec la valise.
Donc voilà, n'achetez surtout pas de valises de ce type si vous voulez vous déplacer au Japon, sauf si vous avez votre permis avec vous. Ou une Oui. traduction de permis du coup. Ou limitez-vous à 6 km/h. C'est ça. Toujours sur la mobilité, mais un petit peu plus rapide, on apprend qu'il y a un changement au niveau de la billetterie des billets de train qui concerne 8 opérateurs ferroviaires de l'Est du Japon. Donc on rappelle qu'au Japon, les opérateurs sont privatisés, donc notamment JR East, Keisei Electric Railway ou encore Tobu Railway ont annoncé qu'ils changeaient un petit peu leur système de billetterie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc vous le savez si vous êtes allé au Japon, les billets de train papier, quand on n'utilise pas de JR Pass, sont à support magnétique. C'est-à-dire que sur le dos du billet, vous avez une bande noire qui est une bande magnétique. Eh bien, à partir de 2027, et afin officiellement de réduire l'impact environnemental, des QR codes vont remplacer les supports magnétiques. Alors on pourrait se dire, excellente idée, le Japon devient moderne à ce niveau-là, mais non. Pas trop. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait ça ne changera rien du tout pour l'utilisateur, car il s'agira toujours d'un document papier physique en fait. C'est-à-dire vous aurez toujours votre billet, sauf qu'au dos, au lieu d'avoir une bande magnétique, il y aura un QR code. Et oui, on aurait pu penser que c'était un QR code numérique, mais pas du tout, ce ne sera pas sur votre smartphone ou autre. Alors c'est quand même intéressant pour l'environnement, parce que les tickets avec des bandes magnétiques contiennent des composants métalliques qui sont compliqués à recycler, parce qu'ils doivent être séparés du reste. Et là, on aura uniquement un objet en papier, en carton, en fait, qu'on pourra recycler simplement, parce que le QR code sera imprimé dessus. Autre intérêt, on n'aura plus besoin d'insérer les tickets dans les machines, mais uniquement de les scanner. Ce sera un scanner optique, donc plus simple à entretenir au niveau de la maintenance, éventuellement de la réparation. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, donc il n'y a pas de version digitale annoncée, ça veut dire que ce n'est pas pour demain que vous aurez un QR code quand vous achèterez un billet de train au Japon. Donc c'est toujours un petit peu moyen au niveau écologique, même si ça s'améliore. Et c'est vrai que ça reflète encore pas mal cette évolution japonaise qui est toujours un petit peu lente ou qui se fait en plusieurs étapes successives pour ne pas trop choquer. Donc de toute façon, rien ne va changer d'ici 2027, on a encore 3 ans. Et puis après, il y aura des billets physiques avec un QR code. J'en profite pour rappeler, comme on le disait tout à l'heure, que vous pouvez acheter des billets de train à l'avance. Et pour le coup, la grande majorité des billets de train que vous achetez à l'avance sur des agences françaises, par exemple, sont en QR code numérique. Donc vous avez votre QR code dans votre smartphone, ce qui est quand même beaucoup plus simple que d'aller récupérer un billet. Et oui, toujours sur la billetterie japonaise, il y a eu un changement, en tout cas il y a des tests qui sont faits dans le sud du Japon. À la suite effectivement de récents tests en mars dernier, il y a la ligne Kyushu Shinkansen, donc l'île au sud du Japon, qui va être aussi la ligne la plus populaire de ce sud-ouest japonais, qui va adopter une tarification dynamique. Et c'est ça le gros changement, notamment pour les billets pris à l'avance, devenant ainsi les premiers trains à grande vitesse du pays qui vont utiliser ce système sur l'archipel. Donc pourquoi c'est nouveau ? Parce que le prix des trains au Japon, en fait, il est fixe. C'est-à-dire que c'est pas comme si on compare au système de la SNCF par exemple, l'heure, la période, etc. Tout ça va vous donner un tarif fixe, donc votre train sera toujours au même prix. Et là, du coup, ils ont décidé de tester autre chose. Ne sera concernée que la vente en ligne des trajets à partir du 1er juillet et des trajets qui vont être achetés entre une semaine et un mois à l'avance pour un voyage normal entre la gare de Hakata de la ville de Fukuoka et la gare de Kumamoto dans la préfecture éponyme. Donc ça, c'est le trajet du Shinkansen sur cette partie-là de l'île. Donc en conséquence, les clients ils vont payer un des 3 tarifs suivants, 4200 yens, 3800 yens ou 3400 yens pour un billet aller simple adulte pris à l'avance, incluant évidemment la réservation de place sur cet espace, sur ce tronçon de ligne. Donc la tarification dynamique, ça signifie que le montant facturé, il peut également diminuer ou augmenter en fonction de la demande et du moment de l'achat, ce qui n'existait pas jusque-là, en tout cas sur la billetterie standard au Japon. Oui, en effet. Alors, le JR, en l'occurrence, c'est un peu une exception, je ne vais pas dire mondiale, parce que je ne connais pas ce qui se passe partout, mais le yield management, c'est le changement des prix des trajets de transport, donc par exemple l'avion ou le train, en fonction de la demande et de la proximité avec le trajet que vous allez faire. Par exemple, quand vous prenez l'avion, vous savez que vous n'avez pas payé le même prix que votre voisin de droite, de gauche, de devant, de derrière, parce que ça dépend en fait du remplissage des cabines au moment de l'achat, de la proximité du trajet et ainsi de suite. Donc là, JR, c'est vrai que jusqu'à présent, comme beaucoup de compagnies au Japon, avait un prix fixe, quelle que soit l'heure, la période de l'année, comme tu l'as dit. Et là, ils vont commencer un petit deal management avec 3 prix.
Et je pense que ça va mettre un petit peu le pied à l'étrier à tout le monde et qu'on va progressivement oublier un peu ce système de prix fixe qui est un petit peu dommage parce qu'on pouvait connaître le prix des billets à l'avant, mais ce qui est normal pour les compagnies ferroviaires qui cherchent évidemment à faire plus d'argent. On retourne sur Tokyo, dans le quartier de Shibuya, le quartier dynamique, un quartier assez jeune, qui avait déjà depuis quelques années en fait des interdictions de boire dans la rue à certaines occasions, notamment pour Halloween. Alors, dès avant le Covid, il y a eu des fêtes assez connues à Shibuya, dans des cosplayers, des soirées assez animées, on va dire, du 31 octobre ou en tout cas du week-end d'Halloween. Et à la suite de ça, la municipalité de Shibuya avait décidé d'interdire le fait de boire dans la rue à cette occasion, ainsi qu'au Nouvel An. C'était le cas aussi à Kabukicho. Et bien là, on vient d'apprendre que les autorités locales de Shibuya vont élargir cette démarche d'interdiction de consommation d'alcool dans la rue de nuit à partir d'octobre 2024. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du mois d'octobre de cette année, on n'aura plus du tout le droit de boire dans la rue à partir de 18h, a priori, et ce jusqu'à 5h du matin. Donc ça ne concerne pas ça ne devrait pas concerner tout l'arrondissement de Shibuya, mais uniquement certaines zones, notamment autour de la gare. Alors c'était aussi le cas à Kabukicho concernant Halloween, donc on va voir si cette interdiction qui est étendue maintenant, qui va être étendue à l'année complète, sera également étendue à d'autres quartiers. Vu qu'on était dans la thématique transport tout à l'heure, on va continuer, mais cette fois avec un nouveau transport, Gaël, puisqu'on va parler du kart, notamment avec les entreprises Go-Kart de Tokyo qui proposent donc des sorties groupées avec, vous avez un chef de file qui vous amène faire un tour du centre-ville par exemple à bord de kart. Et bien là, on a constaté au mois de juin un nouvel accident de ce type de véhicule et de ce type de sortie qui a embouti un taxi. Ces entreprises, comme on disait, d'ailleurs je crois qu'il y en a aussi à Osaka, il me semble en avoir croisé. Donc c'est des choses qui sont légales, mais en même temps les devantures souvent elles sont un peu cachées, etc. Donc je pense qu'ils préfèrent être discrets, on va dire. On recense jusque-là une centaine de plaintes et 12 accidents depuis quelques années. Et il faut savoir que cette activité, elle avait failli disparaître avec le Covid, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de touristes, donc plus d'activités de ce type. Et depuis, ça a repris de plus belle. Et puis, vous pourrez voir des touristes souvent déguisés, parce qu'ils se mettent un peu dans l'univers Mario Kart aussi. Ils en profitent pour piloter même dans la ville. Donc, les locaux, eux, ils vont plutôt se plaindre du bruit et des infractions au code de la route, puisqu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on est en carte que le code de la route n'existe plus. Et c'est ce qui a valu à un touriste de rentrer dans un taxi puisqu'il avait créé une priorité à droite, il me semble. Sur la télé japonaise, ils ont même fait un petit schéma animé, etc. Donc on voit tout ce qui se passe. Aucun blessé. Par contre, un chauffeur de taxi très très énervé apparemment. Il pourrait y avoir plus d'accidents de ce type, notamment puisque là c'était quelqu'un qui était en retard par rapport au groupe et qui a accéléré jusqu'à rejoindre le groupe. Donc forcément, sans faire trop attention au panneau stop. Et c'est pas parce qu'on parle pas japonais qu'il ne faut pas respecter les panneaux stop, qui ressemblent quand même un peu à tous les panneaux stop de la planète. C'est l'occasion d'apprendre le kanji tomare. Oui, donc un panneau rouge avec une écriture blanche, généralement c'est plutôt alarmant. Donc l'activité évidemment elle est vivement critiquée par les Japonais depuis quelques années déjà. Et nous on a relevé une phrase d'un présentateur télé qui indiquait que s'amuser est une priorité absolue pour les visiteurs en vacances. Donc on espère que l'activité va être réglementée. Donc ils attendent évidemment des formations que ce soit des entrepreneurs ou aussi des touristes, évidemment. Le mot sur le code de la route passe peut-être un peu plus clairement avant de partir et de piloter son kart. Qui est souvent montré, c'est les chefs de groupe, les chefs de file qui vont sortir de leur véhicule pendant les feux et prendre des photos des touristes. Et vous verrez aussi des touristes en train de rouler et de se filmer pour faire ses souvenirs Instagram ou autres. Donc forcément, on comprend que ça puisse évidemment déranger. Alors oui, il y a eu un procès assez retentissant il y a quelques années à ce sujet, mais c'était Nintendo qui avait mis en procès une société parce qu'ils utilisaient des costumes. Ils permettaient aux clients de go-kart de se cosplayer justement en Mario, Luigi, Yoshi, etc. Donc il y avait eu un procès qui avait fait un petit peu de bruit et l'entreprise avait eu beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai que le go-kart, ça existe encore. Pour combien de temps encore ? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que si ça continue, comme tu l'as dit, une centaine de plaintes, je ne pensais pas qu'on en était là, mais si ça continue, l'activité pourrait disparaître d'ici quelques temps. En tout cas, nous, on vous conseille d'en profiter tant que ça dure, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est pas garanti que dans quelques années, on pourra encore le faire, en tout cas pas dans ce cadre-là. Et tu l'as cité tout à l'heure, Charlie, mais n'oubliez pas que si vous voulez faire du go-kart, comme vous êtes sur la route, il vous faut faire votre traduction de permis de conduire avant de partir.
Sans transition, on va parler des destinations les plus attractives, des destinations mondiales en fait. Donc c'est le classement d'une société qui s'appelle Bloom Consulting. C'est le classement de performance de marque du pays. Donc en fait, ça classe tout simplement l'attractivité des nations. Depuis le Covid, les cartes ont été rebattues sur les pays les plus séduisants. L'Italie est arrivée première du classement. Et on note aussi l'arrivée de la Turquie et de la Thaïlande dans le top 10 et la France gagne 2 places. Donc pour le classement un petit peu plus complet, on a en premier l'Italie, en deuxième l'Espagne, en troisième donc le Japon pour ce qui nous intéresse, en quatrième les États-Unis, en 5 l'Allemagne, en 6 la Turquie, en 7 la France et en 8 le Royaume-Uni. Donc c'est intéressant de noter que le Japon est sur le podium, donc à la troisième place, et qui continue d'ailleurs le Japon à être un pays tout aussi attractif auprès de plus en plus de monde. Et au niveau des villes, Osaka se place également dans le top 10 des villes les plus agréables à vivre selon le classement de l'Economist Intelligence Unit. Paris remonte également au classement mais reste 21e. Et dans le top, on trouvera Vienne, Copenhague, Zurich et Genève. On continue avec la thématique touristique. Toi, tu nous avais parlé, Gaël, récemment de la vue du fameux Lawson qui donnait ce regard sur le mont Fuji. Et avec ces changements, donc ils ont mis une bâche pour éviter qu'il y ait trop de monde qui s'agglomère devant et qui passe par la route, etc., que ce soit trop dangereux, puisque c'est vrai que c'était vraiment l'activité touristique phare de ce point-là. Donc tout ça se passait à Kawaguchiko et évidemment ça a donné des idées à d'autres villes voisines, en tout cas de la préfecture de Shizuoka, notamment avec un site connu sous le nom de Fujisan Yume no Ohashi, qui signifie le doux nom de grand pont du rêve du mont Fuji. Donc là déjà ça donne envie d'y aller. C'est un lieu de passage habituel pour les habitants et en fait c'est un pont où il y a une route dessus. Et c'est là que le problème naît, puisqu'en fait tout autour de cet endroit qui est très photogénique apparemment, il n'y a pas d'infrastructure particulière pour accueillir les touristes. Donc il n'y a pas de grand parking, il n'y a pas de toilettes à proximité et la vie des habitants japonais va être très vite perturbée, notamment avec des gens qui vont se garer illégalement sur ou en face des propriétés des personnes locales et qui vont déposer par exemple les déchets, etc. dans la rue parce qu'il n'y a pas forcément de poubelles publiques. Ils vont parler fort ou on reporte aussi des étrangers qui vont frapper aux portes pour aller aux toilettes dans les maisons des gens. Donc voilà, forcément ça cause des soucis sur le bien-être et le cadre de vie qu'il y avait avant l'arrivée de touristes en masse dans ces zones-là. Donc on est toujours face à un problème de sécurité, de comportement de l'être humain, j'allais dire du tourisme, mais de l'être humain on va dire. Le pont, lui, c'est une route comme je disais, donc pour le franchir, il faut passer par-dessus, il n'y a pas de passage piéton, il y a une séparation même transversale en béton, donc on prend vite l'enjeu de la sécurité. Donc le Japon, il est connu pour respecter les passages cloutés, par exemple, et les feux, même s'il n'y a pas de voiture. Donc on comprend que la vue de touristes qui font un peu ce qu'ils entendent préoccupe et affole un peu les Japonais. Et on reporte même d'ailleurs pas mal de plaintes de locaux vis-à-vis des conducteurs et des touristes, parce qu'on va se garer chez eux carrément. En conséquence, la ville concernée a érigé une barrière pour empêcher les gens d'accéder à la route par le viaduc. Donc c'est une barricade qui s'étend sur 400 mètres. De leur côté, certains habitants se sont équipés même de plots orange pour les poser devant chez eux pour pas qu'on puisse se garer, en tout cas avertir que c'est une place privée. Et le maire, lui, Masatoshi Matsumoto, a mis en place une nouvelle aire de stationnement, mais ça reste insuffisant évidemment pour accueillir tout le monde. On va passer à la rubrique société et on va rester autour du Fuji, enfin un petit peu plus loin, mais au moins on va parler toujours de la vue sur le mont Fuji. Imaginez-vous un immeuble flambant neuf de 10 étages avec 18 logements, dont la plupart ont déjà été achetés entre 400 et 500 000 euros. Des réunions avec les résidents voisins, etc. C'est ce que le promoteur japonais Sekisui House a construit. Donc un immeuble dans le quartier de Kunitachi, dans le Grand Tokyo, côté ouest, et dont les travaux ont été entamés en janvier 2023, donc ça fait déjà 1 an et demi. Eh bien, le promoteur a annoncé récemment qu'il allait devoir détruire ce bâtiment flambant neuf, car il bloque partiellement la vue sur l'emblématique mont Fuji. J'adore cette news, Gaël. Je crois que c'était ma news préférée. C'est le highlight de notre podcast. En juin 2001, déjà, un conseil de développement urbain composé d'experts universitaires et de citoyens s'était réuni pour discuter de ce qui pouvait être fait. Et ils en ont conclu que la copropriété, une fois terminée, gâcherait la vue sur le mont Fuji. En réponse, Sekisui House, donc le promoteur, a décidé de transformer l'immeuble simplement
en le passant d'un immeuble de 11 étages, soit 36 mètres, à, accroche-toi Charlie, à 10 étages, donc pas moins de 3 mètres de moins. Mais je crois qu'ils ont aussi réduit la taille de chaque étage, D'accord. un petit peu. Donc ça doit faire moins 1,5 étage au total. En tout cas, ça n'a pas suffi. Un représentant de Sekisui nous explique « Nous étions conscients de la culture locale qui valorise le paysage, mais nous n'avons pas réussi à en tenir compte de manière adéquate. Nous nous excusons également auprès des parties contractantes, promettant de faire un effort pour éviter que cela ne se reproduise. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un beau gâchis. » Et dernière pépite relevée par Charlie, celle-ci elle est magnifique aussi. C'est le témoignage d'une voisine de 91 ans qui se plaignait de cette vue cachée et du soleil qui allait être beaucoup moins présent. Une fois l'annonce de la destruction du bâtiment effectuée, cette même personne s'est plainte, je cite, « C'est un gaspillage d'une si belle copropriété », c'est difficile de le dire sans rire, et le bruit des travaux de démolition sera trop fort. S'il devait le démolir, il n'aurait jamais dû le construire. Donc comme quoi, il n'y a pas que chez nous que ça râle. Et toujours autour, et même sur d'ailleurs, ce fabuleux mont Fuji. D'ailleurs, on a fait un podcast avec Marjorie sur l'ascension du mont Fuji qui est sorti au mois de juin. Donc là, on va vous parler de tristes nouvelles et vous avez dû le voir dans les médias puisqu'un homme de 53 ans est arrivé courant juin au sommet du mont Fuji et il a fait un selfie à sa femme. Cet homme n'est jamais rentré chez lui. Et donc, il a été officiellement porté et disparu par sa famille. Et le mont Fuji, lui, il n'est toujours pas ouvert. Donc, c'était quelqu'un qui faisait son ascension hors saison, hors de ce qui est conseillé. D'ailleurs, avec Marjorie, on vous parlait de Tetsu aussi. Donc, un créateur de contenu qui faisait du stream et qui se filmait en live et qui a chuté pendant son ascension. Et donc, il avait été couronné, oui, c'est ça, du Darwin Award, donc une récompense posthume pour, entre guillemets, sa bêtise, dans le sens où il était parti quasiment sans matériel à une saison où il ne fallait pas gravir le mont Fuji, etc. Tout ça pour vous sensibiliser là-dessus, mais on y reviendra à la fin de cette news. Et on va continuer sur la thématique, puisque le 26 juin, on apprenait qu'en faisant les recherches de ce corps disparu, parce que l'homme il était équipé d'une balise, donc ils ont pu retracer un peu son parcours. Les équipes de recherche, elles ont trouvé en tout, sur leur passage, 3 dépouilles non identifiées jusque-là. Donc on ne sait pas si l'homme de 53 ans faisait partie de ces 3 corps qui ont été retrouvés ou pas. Donc on en saura peut-être plus à l'avenir. Donc ils ont trouvé 3 personnes au total, 3 corps. Et pour assombrir un peu plus le tableau, il y a aussi un alpiniste en juin qui a contacté les services de secours puisque la personne à qui il faisait l'ascension s'est évanouie et en fait elle a été transportée à l'hôpital et elle y est décédée. Donc comme on le répétait avec Marjorie, le mont Fuji c'est pas une promenade de santé et il faut absolument pas considérer cette montagne comme un parc. C'est suffisamment dangereux comme vous pouvez le constater pour être mortel, surtout quand on respecte pas les préconisations, notamment l'ouverture. Donc ça commencera à partir du 1er juillet, donc très très prochainement. Et puisque voilà, le mont Fuji il se découvre de sa neige, et donc c'est beaucoup plus praticable, les sentiers sont rénovés, etc. Donc il y a tout un panel de possibilités de sécurité qui va vous permettre de faire une ascension en toute confiance. Ah oui, puis cette news elle est importante parce qu'on voit que là, ça s'est passé seulement à quelques jours de l'ouverture de la saison officielle. On voit parfois des accidents qui ont lieu autour du mont Fuji, mais plutôt en mars, avril, etc. Donc on peut se dire qu'on est quand même assez loin, à plusieurs semaines de l'ouverture de l'ascension. Et là, oui, ça s'est passé vraiment à quelques jours près. Donc voilà, ça encourage tout le monde à se dire de renforcer sa vigilance dans le cadre de la préparation de l'ascension du mont Fuji, quelque chose d'assez fabuleux, mais qui nécessite, comme tu l'as dit, de la préparation. Et quelques jours même entre justement cet épisode et puis l'ouverture de l'ascension le 1er juillet, j'ai lu, on n'en a pas parlé, enfin on ne l'a pas préparé officiellement, mais j'ai lu qu'il y avait une délégation qui avait voyagé, donc qui avait fait l'ascension elle-même, donc composée d'experts, d'alpinistes et de gens des préfectures Shizuoka, etc., pour vérifier qu'ils allaient bien ouvrir la saison officielle de l'ascension à partir du 1er juillet. Et ça a été confirmé. Retour à Tokyo, et retour également dans le temps, parce que c'est une news qui date du 1er juin, donc on n'avait pas pu l'inclure dans notre podcast Actu de juin. À 6h20 du matin, un tag a été retrouvé sur un des piliers du célèbre sanctuaire Yasukuni à Tokyo. Donc rapidement, une toile a été mise par les autorités locales devant le pilier pour cacher ce tag. L'auteur est un ressortissant chinois qui, après être rentré en Chine, aurait publié une vidéo sur laquelle on le voit uriner ou peut-être faire semblant, c'est pas très clair, et taguer le mot toilette sur le pilier.
cet homme se présente aux médias sous le nom de Ironhead. À première vue, quand on connaît à quel point le sanctuaire fait l'objet de controverses, on pouvait s'attendre à une raison diplomatique, et c'est peut-être sûrement le cas en vérité. Pour rappel, Yasukuni, c'est un sanctuaire qui est une source de friction diplomatique avec la Chine et d'autres pays asiatiques comme la Corée, puisque des Japonais reconnus coupables de crimes de guerre par le tribunal international après la Seconde Guerre mondiale font partie des plus de 2,4 millions de morts de guerre honorés au sanctuaire. Et d'ailleurs, à la suite de cette vidéo, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, je cite, que Yasukuni est un symbole de l'agression militariste du Japon et a appelé le Japon à réfléchir sur son histoire pour gagner la confiance de ses voisins asiatiques et de la communauté internationale par des actions concrètes. Alors l'auteur du tag a lui-même été interviewé et donne une autre explication en fait à ce fait divers qui n'est pas lié à la politique, en tout cas a priori. Il aurait fait cela pour protester contre les rejets d'eau usée des centrales nucléaires japonaises. Il dit qu'il ne pouvait plus contrôler sa colère et qu'il a voulu faire ça dans un monument spirituel que les Japonais admirent. Mais il y a une petite citation quand même qui vaut son pesant d'or. Pour être honnête, j'y ai quand même mangé des crevettes et du poulpe, je ne vais pas le nier. Belle citation en tout cas. Donc on notera que le pilier a été nettoyé depuis et que tout est rentré dans l'ordre, mais ce n'est sans doute pas le dernier incident lié à Yasukuni. Ça nous permettait de vous parler déjà de Yasukuni. Si vous voulez en savoir plus, on a un article sur Kanpai qui vous explique justement ces frictions un peu diplomatiques qui se passent déjà depuis de longues années entre les pays asiatiques autour du Japon. Et puis, c'est cette personne-là qui peut-être avait des revendications et au final a trouvé ce détournement d'attention en parlant des eaux usées contaminées par les centrales nucléaires. Ce qui est vrai, d'ailleurs, il commence déjà depuis quelques mois à relâcher en pleine mer ces eaux-là, donc ce qui est dramatique. Tout en disant qu'ils sont largement en dessous des seuils autorisés, mais bon après... Oui, voilà, c'est ça, c'est que... Ça se fait quand même, et l'auteur a dû se rendre compte un peu de sa bêtise. Il dit, bon, c'est vrai que j'ai quand même mangé des crevettes et du poulpe, donc on le croit moyennement, on va dire. On vous avait déjà évoqué dans nos sujets sur la société les inégalités entre hommes et femmes au Japon. Eh bien, il y a une très légère amélioration de ce côté-là, très légère car le pays passe de la 125e place à la 118e place concernant ces inégalités hommes-femmes sur 146 pays. L'info, elle nous vient du Forum économique mondial et de son rapport sur l'écart entre les sexes qui est publié chaque année depuis 2006 et elle souligne le retard de l'archipel nippon, notamment par rapport aux autres pays du G7. Par exemple, l'Allemagne arrive première du G7 et 7e mondial, et sur le podium mondial, donc là hors G7, on a l'Islande en première place. En deuxième, on retrouve la Finlande, puis dans l'ordre la Norvège, la Nouvelle-Zélande, ou en cinquième position, la Suède par exemple. Donc bien que ça ne concerne pas que le Japon, les études du forum nous informent qu'il y a un ralentissement général du progrès concernant l'écart des inégalités hommes-femmes et il faudrait donc à peu près 5 générations à ce rythme pour aller vers une parité totale. Donc on verra dans 5 générations, mais c'est mal parti on va dire. Et la France dans tout cela, elle est 22e. Concernant certains pays asiatiques, donc on vous a dit que le Japon est à la 118e place, la Corée, elle, est un petit peu devant avec la 94e place et la Chine à la 106e. Et pour la France, on est 22e, donc on a beaucoup de travail quand même, parce que 22 sur 146, on peut pas dire qu'on est dans le top 10 quoi. Changement de sujet, on va désormais parler de transport avec le Dr Yellow. Est-ce que tu sais ce que c'est, Charlie, que Dr Yellow ? Alors, je dirais bien non, mais vu que j'ai préparé la news, je sais que oui, maintenant, je sais qui c'est. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas le principe. Par contre, j'ai été agréablement surpris. Bien, je vais t'expliquer, Charlie, si tu continues à faire semblant que tu ne sais pas. Car c'est le train jaune qui ressemble à un Shinkansen, qui est un Shinkansen un peu spécial en fait. C'est un train qui va rouler sur les rails pour vérifier qu'ils sont en bon état. C'est un train jaune vif en fait qui fait les tests sur les voies. On l'appelle Dr Yellow justement pour sa couleur. Son vrai matricule c'est classe 923 et il a été introduit en 2001, donc il y a plus de 20 ans. Et bien le Japon vient d'annoncer sa mise hors service pour janvier 2025, donc il lui reste quelques mois encore à rouler. Et il fait partie des rares trains au Japon qui circulent à des horaires non divulgués. C'est pour ça qu'au Japon, on pense que c'est une chance de le voir. Il y a beaucoup d'articles qui en parlent, il y a beaucoup de fans du train au Japon, et on dit que le Dr Yellow en fait est un porte-bonheur et qu'il rend heureux les gens qui le voient. Il circule entre Tokyo et Hakata, donc Kyushu, une fois tous les 10 jours. C'est pour ça que c'est un porte-bonheur. Et non, malheureusement, il n'y aura pas de successeur à ce train,
puisque la Central Japan Railways annonce qu'après le Dr Yellow, ils feront les inspections avec des équipements dédiés aux tests et observations à partir de 2027. Donc il semblerait qu'un marketing se mette déjà en place autour d'expositions lors du lavage du train et de la mise en vente de goodies commémoratifs. On sait que les Japonais, encore une fois, sont très fans de leur train. Il y a aussi des musées ferroviaires, comme vous pouvez les voir sur Kanpai. Et il est possible, en tout cas on l'espère, qu'on pourra voir le Dr Yellow dans un de ces musées. Et en tout cas qu'on pourra peut-être acheter un petit porte-clés ou un pins, qui sait. En tout cas, si vous voulez voir des photos du Dr Yellow, vous pouvez aller sur une de nos fiches de visite, une de nos 1000 et quelques fiches, qui est à Tokyo, la fiche Kotsukaikan Kolin, qui est un supermarché avec une belle plateforme d'observation justement, dans laquelle on avait eu la chance de voir le Dr Yellow et on l'avait pris en photo. Et je vais poursuivre en parlant de nouveau de transport avec le scandale en chaîne pour les constructeurs d'automobiles au Japon. Toyota avait déjà les pieds dans le plat depuis 2023, puisque si vous suiviez l'affaire, elle a fait des tests qui ont été révélés comme truqués, entre autres choses. Elle a été épinglée donc pour ça, et cette année, on la pointe de nouveau du doigt vis-à-vis de ces tests de certification moteur, et elle n'est pas la seule dans l'affaire, puisqu'il y a 4 autres fabricants qui l'accompagnent dans cette pérégrination judiciaire, économique et médiatique. Parmi ces fabricants, il y a Honda, Suzuki, Mazda et Yamaha. Donc le gouvernement japonais il a ordonné une suspension des livraisons des modèles concernés pour lesquels il y a eu des fraudes de tests, et pour reprendre l'activité sur ces modèles, les firmes vont être obligées de faire des tests nouveaux, donc ils doivent être validés et conformes, et ça ce sera vérifié par le gouvernement japonais, et idem pour les chaînes de production qui vont être donc inspectées. Donc il y a déjà des inspections qui ont eu lieu. Donc, dans un communiqué, le ministère japonais des Transports a qualifié d'extrêmement regrettable que d'autres actes répréhensibles aient été découverts, et ces actions frauduleuses sapent la confiance des utilisateurs et ébranlent le fondement même du système de certification des véhicules, sachant qu'on sait que les marques japonaises sont extrêmement connues à travers le monde pour leur fiabilité, etc. Donc ça nuit aussi à ce pourquoi on les achète. Pour le cas de Toyota, ce sont 7 modèles qui ont été testés hors des normes gouvernementales. Et au passage, Toyota ne parle pas de fraude, mais d'erreur. Donc ça, c'est chacun défend aussi. C'est l'élément de langage. Oui, c'est ça. Il y a 5 autres modèles pour les autres marques qui vont être stoppés, comme Corolla Fielder, Corolla Axio et Yaris Cross, par exemple, de Toyota, ainsi que des Roadster RF et Mazda 2 de chez Mazda. Donc on peut se demander quelles vont être les répercussions, puisque ce sont évidemment de très très grandes firmes qui sont cotées en bourse, et donc sur leur réputation aussi, peut-être y avoir des impacts dans le futur. Quoique la voiture se porte bien, je crois, au niveau mondial, ça va en tout cas. En tout cas, Toyota n'a pas de problème de recettes. Donc il va y avoir forcément des dommages collatéraux, et notamment puisqu'il y a Toyota et Mazda, mais les autres sans doute également, font appel à pas moins de 2 à 300 fournisseurs. Donc les constructeurs, en tout cas ces 2 constructeurs-là dont je vous parle, ils ont envisagé déjà d'indemniser ces entreprises pour les pertes subies, parce qu'ils ne vont plus pouvoir leur acheter de matériel. Affaire à suivre, si on a des news plus tard, on vous les communiquera également. On vous en parle très régulièrement, mais le Japon est en pleine crise démographique depuis déjà de longues années, avec entre autres une forte baisse de la natalité et par conséquent de moins en moins d'habitants chaque année. On vous indiquait il y a peu dans notre podcast Actu que le pays connaît un niveau de croissance au plus bas en 2023-2024, mais c'est un petit peu le cas chaque année si on regarde les statistiques. Donc pour stimuler les rencontres, le gouvernement de Tokyo compte lancer sa propre application de rencontre. Et bien entendu, ça se fera à la japonaise, donc les utilisateurs devront soumettre des documents prouvant qu'ils sont légalement célibataires, signer une lettre indiquant qu'ils sont prêts à se marier et entre autres transmettre une attestation fiscale pour prouver leur salaire annuel. Au Japon, il est assez courant que les villes organisent des événements de rencontres, et là, ils veulent apporter vraiment un nouveau coup de pouce. D'autres mesures du gouvernement avaient déjà été évoquées dans nos podcasts Kanpai, comme des promesses politiques comprenant une aide financière aux familles, un accès plus facile aux services de garde d'enfants, ou encore davantage de congés parentaux. Donc on ne sait pas si cette application va remplacer Tinder, mais en tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu plus officiel. Autre sujet qui concerne la société japonaise et dont on n'avait pas encore vraiment parlé ici à Kanpai, c'est les allergies. Pour le contexte, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon il a énormément planté de cèdres pour répondre à une croissance économique très très rapide et très forte pour la reconstruction nationale, sauf que ces cèdres-là sont très allergènes. Donc l'allergie au pollen au Japon, elle touche 40% de la population pour ce rhume des foins, alors qu'en 1998, on comptait seulement 16% de la population touchée par ce rhume.
En conséquence, le gouvernement japonais il a décidé d'un abattage massif apparemment de près de 50%. Si on croit les chiffres que nous ont rapportés nos équipes au Japon. Et donc pour les remplacer peut-être plus tard par des espèces d'arbres qui vont libérer moins de pollen, mais ça il n'y a rien de sûr sur la replantation. Et ce qui est intéressant dans cette news, c'est que le gouvernement japonais il opte pour l'option de l'abattage, puisqu'en fait il trouve que ça nuit à la productivité au travail, alors que si on prend un peu de recul, on sait aussi qu'il n'y a pas que le rhume des foins qui est occasionnel, on va dire, puisqu'il y a une grosse pression sur le travail, il y a le stress, il y a la fatigue, il y a d'autres mesures qui sont mises en place qui peuvent évidemment fatiguer et nuire au bien-être du personnel, donc baisser la productivité peut-être. Alors pour le petit point vocabulaire, les cèdres au Japon en tout cas, les pins ça se dit sugi, et le rhume des foins se dit kafunsho. Et je me souviens de ça parce qu'on avait écrit un article il y a déjà un bon moment, peut-être plus de 10 ans sur Kanpai, bien avant le Covid, pour expliquer pourquoi les Japonais portaient des masques. Et entre autres explications, il y avait le rhume des foins qui était une raison logique et valable pour porter un masque bien avant que le reste du monde ne s'y mette. C'est vrai que ça touche beaucoup de Japonais, hein, tu l'as dit, quasiment la moitié de la population. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de masques, notamment au printemps. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que si vous êtes allergique au pollen en Occident, vous ne serez pas forcément touché au Japon et inversement. Donc ce sont d'autres allergènes en fait qui vont se balader dans l'air. Et maintenant je te propose de nous faire un peu rêver, Gaël. Oui, rêver, en tout cas rêver les enfants, parce que une société japonaise a fait une enquête auprès des jeunes enfants japonais de primaire et de collège pour leur demander dans quel métier ils se projettent. Donc pour les petites filles du primaire, 20% des petites filles ont répondu qu'elles voulaient être pâtissières. En seconde position, on a maîtresse, en tout cas enseignante, puis médecin, infirmière et esthéticienne. Lorsqu'elles passent au collège, les filles veulent devenir donc enseignantes à 10%, puis infirmière, pâtissière, médecin et enfin employé d'entreprise. Donc on voit qu'avec l'âge, elle se range un petit peu. Et c'est encore plus marquant chez les garçons, car les garçons du primaire veulent devenir donc joueurs de football, puis joueurs de baseball, ensuite youtubeurs ou créateurs de contenu vidéo, policier ou détective, et enfin employé d'entreprise déjà en 5e position. Et au collège, c'est déjà beaucoup plus rangé. Ils veulent devenir dans l'ordre donc ingénieur ou programmeur, puis employé d'entreprise, fonctionnaire, un métier qui fait rêver, et enfin joueur de baseball et médecin. Et vu que tu parlais de foot, Gaël, une info de dernière minute, et ce sera notre dernière actu pour la partie société de ce podcast. Kazuyoshi Miura, qui est un célèbre footballeur japonais, qui est aussi le footballeur le plus âgé au monde en activité, il a 57 ans, et bien cette année il va être prêté par le Yokohama Football Club à l'Atlético Suzuka en 4e division japonaise. C'est un attaquant, il est surnommé King Kazu, et il explique que sa passion ne s'éteint pas. Aujourd'hui il quitte un club portugais dans lequel il évoluait pour retourner jouer au Japon, et il avait également joué pour d'autres pays comme la Croatie, l'Italie ou l'Australie. Et sans transition, on va passer à notre partie politique, et je vais commencer, Gaël, avec une news concernant l'impôt au Japon, puisqu'il y a tout un programme de réduction d'impôts, et ce programme, il a pour objectif de pallier aux conséquences du faible yen, dont tu nous parleras tout à l'heure, et de la montée en flèche des prix de l'énergie. Donc ça, c'est une situation assez globale pour le prix de l'énergie mondial, puisqu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. Le gouvernement japonais, il entame donc un programme de réduction d'impôts qui va permettre d'économiser, en tout cas de ne pas payer 240 €, si on parle en euros, par personne au Japon. Donc les personnes au plus haut revenu ne vont pas être concernées, et le gouvernement prévoit même d'aller jusqu'à payer les personnes les plus démunies en liquide, en argent, donc en espèces. Et au total, le programme il devrait concerner 95 millions de personnes. 95 millions de personnes, ça fait 75% de la population, puisqu'on compte 125 millions environ de Japonais sur le territoire nippon. Donc cela pour les aider à consommer à un moment où la croissance des salaires, elle, ne suit pas du tout. Et ça aussi, on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts. Donc si je cite le ministre des Finances, « Nous créerons un environnement dans lequel la croissance des revenus dépassera l'inflation et mettra fin à la mentalité déflationniste. » Donc ça, c'est l'objectif du gouvernement. Sauf que les analystes, eux, ils s'interrogent évidemment sur l'efficacité peu probable de ce programme pour soutenir la consommation privée,
après que la faiblesse de la demande intérieure a amené l'économie à enregistrer sa première croissance négative en janvier et en mars. Donc le contexte en ce moment économique n'est pas très favorable au Japon. Et il y a certains députés du parti au pouvoir qui appellent par contre à prolonger ces réductions temporaires d'impôts afin de soulager les ménages. Alors, on revient comme chaque mois un petit peu à notre point Kishida. Il va nous manquer celui-ci quand il sera plus là. Et puis là, c'est peut-être mal parti pour qu'il reste encore un petit peu, je sais pas. Ah oui, exactement, parce qu'en fait, le Premier ministre japonais, donc Fumio Kishida, retenez bien son nom, qui est impliqué dans le détournement de fonds publics, n'a toujours pas retrouvé sa cote. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que un sondage qui a été effectué par l'agence Kyodo nous dévoile que seuls 10,4% des interrogés de Kyodo souhaitent qu'il reste à la tête du Parti libéral-démocrate, donc le parti principal au Japon, et 36,6% souhaitent qu'il démissionne le plus tôt possible. Au final, au niveau du gouvernement, on voit que le taux d'approbation du gouvernement est de 22,2%, ce qui est une nouvelle baisse de 2 points. Et le taux de désapprobation, lui, est stable à 62,4%. Donc on rappelle, comme tu le soulignais Charlie, qu'il y a une prochaine élection, c'est-à-dire en septembre. Et peut-être bien qu'à ce moment-là, on assistera à un changement de Premier ministre. En tout cas, on verra bien. Dernière news politique pour nous pour ce podcast, donc on va vous parler de politique et d'intelligence artificielle, puisque la gouverneure de Tokyo, qui est Yoriko Koike, qui a été déjà élue en 2016 et réélue en 2020, elle apparaît sur des vidéos sur lesquelles elle partage ses positions et objectifs politiques. Donc rien d'étonnant jusque-là, mais ce qui a étonné les Japonais, c'est que sur ces vidéos-là, elle parle anglais. Au début, on a cru que c'était forcément une sorte de blague, mais la vidéo elle a été aussi publiée sur le compte Twitter officiel de Koike, justement, et donc en anglais et non pas en japonais. Le compte, il a continué à publier de nouveaux épisodes, donc, qui s'intitulent AI Yoriko News. 皆さんおはようございます。この動画は私 AI ゆり子がお届けします。東京都では Donc ce sont de courtes capsules et la description de la vidéo précise également pour la première fois que AI Yoriko n'est pas une activité commerciale et elle n'utilise pas d'argent du contribuable pour sa création. Donc en fait, pour avoir regardé quelques vidéos, on voit cette femme parler, et d'ailleurs que ce soit en anglais ou en japonais, il y a les deux, mais en fait ce n'est pas elle qui parle, c'est une intelligence artificielle qui expose son programme, ses idées, etc. Donc en fait ça lui permet d'intervenir plus souvent, d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Alors que elle, physiquement, elle n'y est pour elle rien. Est dans sa piscine. Voilà, elle est peut-être dans sa piscine, exactement. Et donc, ça lui permet de prendre beaucoup plus de place sur la scène médiatique, évidemment. Donc, moi, ce que j'ai trouvé drôle aussi dans ces vidéos, c'est de voir à quel point la technologie est très high level en termes de... Enfin, on y est, quoi. On va parler politique en faisant parler des personnes qui, au final, peut-être, comme tu disais, sont dans leur piscine, ne sont pas en train de se déplacer, d'intervenir, etc. Et en même temps, la vidéo est assez old school dans le sens où les couleurs, la mise en forme, etc. C'est vieux format un peu. Donc j'ai trouvé ce décalage assez étonnant. Et moi, ça m'a rappelé aussi un épisode de Black Mirror, je crois. Alors j'ai plus le scénario en tête, ou en tout cas le pitch, mais c'était une peluche bleue, je crois, qui était à la tête soit d'un parti ou autre. Donc on votait pour une peluche et plus pour une femme ou un homme politique. Est-ce que tu crois, Charlie, que bientôt le podcast Kampai sera fait en intelligence artificielle ? C'est-à-dire qu'on pourra aller dans notre piscine en attendant que des voix parlent à notre place. Alors, je vais commencer par construire la piscine et après, je verrai. Et concernant cette élection à Tokyo, Yoriko Koike a de l'avance. Alors, le vote aura lieu le 7 juillet, mais pour l'instant, c'est elle qui est en lice, la candidate de 71 ans, pour se succéder à elle-même. Et on note qu'il y a eu pas mal de candidats donc à cette élection, y compris des candidats un petit peu étonnants, on va dire. On a eu une personne qui était déguisée en Joker, et puis une personne qui s'est déshabillée en sous-vêtements pour présenter son programme. Alors ça fait un petit peu rire tout le monde parce que la NHK, donc la chaîne officielle du gouvernement, était obligée de diffuser l'ensemble des programmes, donc c'est vrai que ça a un petit peu fait jaser. Il se trouve qu'en fait, pour se déclarer candidat, il faut juste déposer un dossier en payant la somme de 3 millions de yens, soit environ 17 000 euros, ce qui fait que pas mal de gens peuvent le faire juste pour faire une petite blague. Alors, on va passer à la dernière rubrique du podcast, donc pop culture, avec deux news. Et la première concerne la musique japonaise qui a atteint des records en termes de recettes grâce à notamment un titre. Alors, si vous vous intéressez de près ou de loin au Japon, cette année, vous avez forcément déjà entendu ça.
Donc ce sont ces Idol de YOASOBI, un morceau sorti en avril 2023, et c'est aussi le thème d'ouverture de l'anime Oshinoko. Donc je me suis un petit peu renseigné parce que je ne connaissais pas Charlie, et je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un anime qui est, c'est un manga à l'origine je crois, qui raconte la rencontre entre le docteur Goro, qui est obstétricien dans un hôpital de campagne et qui est fan de la chanteuse Ai Hoshino. En tout cas, jamais une chanson dans la vraie vie n'avait dépassé 600 millions de streams et de vues au Japon. Le morceau a explosé autant en streaming qu'en karaoké. Et YOASOBI est à 2 reprises dans le top 10 des chansons japonaises, dans cette première position évidemment. Et puis également en 10e position avec le morceau Yoru ni Kakeru. En 2e place du classement, on trouve Honeyworks avec le morceau Kawaikute Gomen. Et en 3e position, Alexandros avec le morceau Senko. La Société japonaise des droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs a annoncé une augmentation de 6,3% des redevances musicales pour l'année fiscale 2023 par rapport à l'exercice 2022, ce qui est un record. Et le streaming interactif, les abonnements musicaux sur les applis et YouTube expliquent principalement cette hausse qui est de plus 9,1%. En tout cas, ces chiffres ne cessent d'augmenter depuis 2015, parce que la pandémie a exacerbé cette tendance. En vérifiant, on s'aperçoit qu'entre 2015 et 2024, on est passé de 10 à 50 milliards de yens de recettes, donc 5 fois plus en même pas 10 ans. Et dans le même temps, les recettes provenant des spectacles sont également à la hausse, avec quasiment plus 14%, notamment en raison d'un nombre plus élevé d'événements organisés. Il n'empêche qu'il est toujours aussi difficile d'obtenir des places de concert depuis l'extérieur du Japon. Parce que c'est vrai qu'en tant que fan, eh bien, si on est fan de groupes ou d'événements japonais, eh bien, ça va motiver aussi certaines personnes à faire leur voyage par rapport à des dates de concert, par exemple. Mais c'est vrai qu'obtenir ces sésames-là, ça peut être très compliqué parfois, depuis l'extérieur, comme tu dis. Et on va terminer cette partie sur la pop culture japonaise avec un autre beau record, puisque le Japon veut multiplier par 4 ses exportations de mangas, animés et jeux vidéo. Donc pour vous résumer ça, le gouvernement japonais il annonce vouloir atteindre 118 milliards d'euros d'exportation liées au soft power d'ici 2033, donc soit un Cool Japan version XXL, puisqu'on est aujourd'hui en tout cas pour 2022, on était à 28 milliards d'euros d'exportation, et donc ils veulent faire un peu plus de x4 jusqu'à 2033. Donc ce pan de l'économie, il est considéré comme une réelle partie prenante de l'économie japonaise, il n'est vraiment pas négligé, au contraire, au même titre que les matières premières par exemple, et on a quelques chiffres pour ça, notamment vis-à-vis de la technologie high-tech par exemple. En 2022, le marché des puces électroniques, il rapportait 5700 milliards de yens, et celui du jeu vidéo, manga, animé, lui avait enregistré 4700 milliards de yens. Donc bien entendu, cette dynamique et ces secteurs vont aller de pair avec d'autres tels que la cosmétique, le tourisme, la mode ou la musique par exemple, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment un réel effort vers la diffusion et la création de contenu qui est faite par le Japon pour soutenir le mouvement Cool Japan, et qui est accompagné aussi d'autres efforts pour contrer toute démarche illégale, piratage. On en avait déjà un peu parlé avec des Français, d'ailleurs je crois qu'ils s'étaient fait épingler pour piratage ou le fait de divulguer des animés en avance ou des mangas, etc. Donc vis-à-vis du piratage, d'ailleurs, le Japon dit que c'est une vraie démarche qui va être essentielle pour l'expansion du marché mondial, une action intergouvernementale rapide et nécessaire pour faire face à cette crise. Avant de passer à nos actualités récurrentes, vous avez peut-être remarqué qu'on a essayé avec Charlie cette fois-ci de faire des news un petit peu plus courtes. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un petit peu plus digeste ? Il y a peut-être un petit peu plus d'actu abordées, mais peut-être qu'on s'étend moins en longueur sur des actualités. Donc si jamais c'est des sujets qui ne vous intéressent pas, ça passe un petit peu plus vite. Et dernière chose également qu'on voulait vous dire, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice d'Apple Podcast, vous avez depuis peu la transcription désormais de nos podcasts. Donc vous pouvez suivre, pour des raisons médicales ou autres, ce que l'on raconte. C'est sans doute des IA qui vont transcrire ce que l'on dit, mais vous pouvez suivre ce que l'on raconte. Peut-être qu'ils ne vont pas réussir à décrypter ceci, blablabla. Au niveau des actualités récurrentes, donc toujours le yen, même si le Japon intervient, on le sait, dépense des milliards et des milliards pour essayer d'endiguer la chute du yen, il n'y peut rien. Et le yen est toujours à des records, en tout cas face à l'euro et également face au dollar. Je lisais hier ou ce matin, je crois qu'on était à un record de 37 ans, je crois, vis-à-vis du cours yen-dollar. En l'occurrence, concernant le cours euro-yen, on est à des niveaux également rarement atteints,
avec, là je viens de vérifier, 172 yens pour 1 euro, ce qui est absolument gigantesque. Si vous partez au Japon dans l'année qui vient, encore une fois, on vous le dit depuis plusieurs mois, mais retirez vos yens le plus vite possible. Vous avez des liens sur Kanpai avec des partenaires de confiance pour commander vos yens. Prenez-en un petit peu dès maintenant si vous le pouvez, parce que là on est vraiment sur des taux très très attractifs pour les Européens ou les Occidentaux en tout cas, qui vont voyager au Japon. Et on ne sait pas trop comment ça va évoluer, parce qu'il va peut-être y avoir du changement politique en France, et peut-être que ça aura un impact sur l'euro, qui sait. En tout cas, pour l'instant, profitez-en, c'est un très bon marché pour nous qui sommes payés en euros, d'aller au Japon et de payer sur place en yens. En termes de fréquentation touristique, on est toujours sur des records, avec au mois de mai, pour le 3e mois consécutif, plus de 3 millions de voyageurs étrangers qui sont arrivés au Japon. On est déjà à 14,6 millions de visiteurs étrangers au Japon entre janvier et mai 2024, et quasiment 161 000 Français. En termes d'événements ce mois-ci, donc on arrive au mois de juillet, on va surtout évidemment parler de l'ascension du mont Fuji. Vous avez fait un podcast entier consacré à ça, Charlie et Marjorie. Il y a beaucoup de festivals qui commencent. On va parler notamment de Tanabata, la fête des étoiles, hein, donc le 7 juillet. On a aussi le Gion Matsuri à Kyoto, et puis le Tenjin Matsuri à Osaka, qui sont vraiment très très sympas, ces 3 festivals. Si vous êtes au Japon en juillet, profitez-en. C'est la fin de la saison des pluies qui va arriver là autour du 10-15 juillet. On va voir cette année, mais là en ce moment on est un petit peu en plein dedans. Donc vous pouvez quand même voyager évidemment et faire plein de choses, même si parfois il pleut un petit peu. Et pour vous résumer les podcasts qui sont sortis le mois dernier, nous avions avec Marjorie enregistré un podcast voyage dédié à l'été au Japon. Donc on y évoque les floraisons, mais aussi tout un tas d'activités, notamment de nombreux matsuri à observer et puis à programmer pendant votre voyage, que ce soit l'été 2024 ou 2025 ou les autres évidemment. L'interview que tu as faite, la dernière, Gaëlle, elle concernait la thématique du jardin japonais de Molévrier, et tu as interviewé Fabrice Janto pour ça. Et le podcast Destination était dédié, comme tu nous l'as dit, à l'ascension du mont Fuji avec Marjorie. Et donc elle vous a fait tout un explicatif complet des démarches à suivre, ce qui change par rapport aux années passées. Et puis on vous rappelle aussi, on vous préconise d'amener avec vous pour faire cette ascension. Et pour le mois de juillet, on va avoir donc notre podcast actualité. Le podcast voyage sera dédié au onsen et au sento, donc les bains chauds japonais. Le podcast interview, toi tu as interviewé Kenji qui est guide au Mont Saint-Michel. Le podcast destination, lui, sera dédié à la ville de Kamakura et ses environs. Et on terminera le mois de juillet avec un nouveau podcast actualité. Est-ce que tu peux, Gaël, nous parler des articles qui sont sortis et ceux à venir ? Oui, alors ce mois-ci, on a parlé d'un jardin tokyoïde de l'ère Meiji qui s'appelle Kyu Iwasaki-te Teien. Ensuite, on est parti du côté du mont Fuji et on a découvert la maison d'hôte thermale Maruyaso, qui est littéralement au pied de la montagne. On est resté un petit peu dans le secteur, en tout cas dans la thématique avec Dogo Onsen, donc le quartier des bains chauds de Matsuyama. On est plutôt du côté de Shikoku, mais c'est un lieu qui est assez connu parce qu'il est souvent cité comme référence du film Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Ensuite, on est retourné du côté de Tokyo à Katsushika, plus exactement pour vous présenter le jardin d'iris Horikiri Shobuen, magnifique. Donc évidemment, c'était la saison. Toujours dans la capitale, on a parlé de Tsukishima Manja Street, donc qui est la rue de l'Okonomiyaki de Tokyo, hein, qui est un petit peu l'omelette crêpe, en tout cas / alimentation, qui nous fait nous bagarrer sur le terme à utiliser pour traduire le mot de Okonomiyaki. On a également parlé du Royal Park Hotel Ginza 6, donc c'est un hôtel pop et rétro près du théâtre Kabuki à Tokyo. Donc on a toujours notre partenariat avec le Royal Park qui nous fait découvrir ces magnifiques hôtels. Ensuite, on a eu un article qui était très intéressant au sujet des pharmacies et médicaments au Japon, comment bien préparer sa valise, bien se préparer en tout cas au niveau des médicaments et si on a besoin sur place de trouver ce qu'il faut au niveau médical au Japon. Et enfin, on termine le mois avec l'exposition universelle Osaka 2025, donc qui est évidemment un événement majeur de l'année prochaine qui aura lieu entre avril et octobre. Et Marjorie nous a publié un très long article sur cette expo. Et le mois prochain, donc toujours sans vous dévoiler l'ensemble de notre planning, on va vous parler d'abord du Tokyo Plaza Harajuku. On va découvrir la maison traditionnelle Yoshijima. Ensuite, on va revenir du côté de Shinjuku avec un temple.
Côté hôtel, on va découvrir un petit APA hôtel du côté de Hiroshima. On va revenir à Tokyo avec le Meiji Jingu Gaien. Encore un autre hôtel du côté de Kyoto. Et puis je vous en dis pas plus parce qu'il y aura quand même quelques surprises. Et je crois que tu avais noté les personnes qui ont acheté nos packs de livres, Gaël. Donc comme tous les mois, on va remercier les lectrices et lecteurs qui nous ont acheté le pack soutien. Tu as raison Charlie de le souligner, donc c'est l'ensemble de nos livres Kanpai, car vous pouvez aussi acheter du contenu Kanpai en version papier, version physique. On a 4 livres pour préparer votre voyage au Japon. Donc bien préparer son voyage au Japon, visite au Japon d'île en île, itinéraire et budget de séjour au Japon, et le tome 4 qui est consacré à Tokyo, la capitale japonaise, avec prochainement le tome 5 qui va sortir sur Kyoto. Donc pour ce mois-ci, on remercie 6 lectrices et lecteurs qui nous ont commandé ce pack soutien, donc Barbara V, Mathieu C, Annick V, Clément D, Kevin S et Marie-Laure L. Merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à soutenir Kanpai en commandant nos livres sur notre site kanpai.fr/boutique. Eh bien, il est l'heure de conclure notre podcast Actualité. Gaël, merci encore. Et puis, comme tu le disais, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce format peut-être un peu plus court où les news, on va passer peut-être un peu moins de temps dessus et vous en faire un peu plus. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des messages privés sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et puis, prochainement, on va aussi faire en sorte que ces podcasts soient aussi accessibles sur YouTube. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Ça met un peu de temps parce qu'on est déjà une quarantaine de podcasts, il me semble, Gaël. Donc, voilà. Donc, dans quelques mois ou dans le mois à venir, ça devrait le faire. Donc on vous remercie chaleureusement pour votre écoute, pour votre soutien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous noter un maximum d'étoiles sur les plateformes de streaming. Et puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Merci encore Gaël. Merci Charlie, à bientôt. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.